come to me to stay. I'll worry watching every lonely day slipping away. Come and hold me close and then I'll never know that loneliness again. Never again. So please Bonjour à tous. On va pouvoir commencer. Bienvenue dans cette salle pour l'atelier numéro 4 sur les carburants de synthèse. Je me présente, je suis Anne Girodel, je travaille pour l'Agence régionale de développement économique Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Et cette agence, elle est là pour aider les entreprises à croître, innover, recruter, exporter. Voilà. On est là pour les orienter vers les différentes aides régionales ou nationales qui peuvent les intéresser. On a aussi un service d'intelligence économique où vous pourrez retrouver en ligne, par exemple, la dernière étude de ce qu'on appelle un panorama industriel qu'on a sorti sur l'hydrogène. Et vous avez une cartographie en ligne avec tous les acteurs de l'hydrogène répertoriés en région. Ça peut toujours être intéressant pour vous. Sans plus tarder, on va ouvrir cet atelier avec Rémi Courbin, qui est responsable des marchés e-fuel chez France Hydrogène et qui a la grande mission de planter le décor de cet atelier et de nous faire un petit tour d'horizon de ce que c'est un carburant de synthèse. Oui, bonjour à tous. Excusez-moi pour le retard. Il n'y a pas de souci, Rémi. Souci d'horaire. Il s'est trompé d'horaire, en fait. Oui, c'est ma faute. Désolé. Donc bonjour à tous. Merci d'être ici. Merci pour l'invitation à cet atelier. Effectivement, j'ai la tâche de peut-être donner un peu des perspectives à l'échelle nationale sur ces marchés des e-carburants. Donc, déjà, quelques rappels de chiffres de contexte sur pourquoi les e-carburants, qu'est-ce que c'est. Situer un peu que déjà la France, c'est le 3e pays le plus gros consommateur de kérosène en Europe, en incluant les UK. Mais c'est aussi le 8e pays consommateur de carburant côté maritime. Donc on a vraiment déjà un premier gros marché que représente la France sur le kérosène. Un peu moins sur le maritime. Sur l'aérien, on a vraiment sur le kérosène une prédominance de l'Allemagne, des UK, et de la France, et de l'Italie et de l'Espagne. Et sur le maritime, on a vraiment une prédominance sur plutôt le Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne. Donc ça situe déjà le fait que la France, c'est un marché intéressant pour ces deux types de carburants, et notamment sur l'aérien, puisqu'elle a une place assez importante. Et donc, pourquoi on s'intéresse aussi à ces carburants? C'est dans la perspective en fait, de décarboner ces mobilités, notamment lourdes, donc aériennes et maritimes. Pourquoi on a besoin de carburants, notamment du fait de la limitation des biocarburants. C'est-à-dire que les différents secteurs, donc aériens et maritimes, vont avoir des leviers de décarbonation variés. Donc pour l'aérien, on va bien entendu avoir des enjeux d'efficacité énergétique, mais très vite, on va devoir trouver des substituts au carburant, au kérosène fossile utilisé aujourd'hui. Une part de ces substituts, c'est bien entendu des biocarburants, que ce soit des biocarburants de première génération, donc qui utilisent des cultures type soja, colza, ou de 2e génération, qui utilisent des huiles usagées ou des graisses animales. On va avoir une incorporation de ces biocarburants pour ces secteurs-là, mais on va aussi avoir des limites du fait de la disponibilité de ces biocarburants, notamment du fait des ressources qu'elles vont mobiliser, qui vont appeler ce besoin en e-carburant, donc en électrocarburant, pour venir en fait compléter cette décarbonation de ces secteurs-là. Sur le maritime, on est dans la même idée avec des leviers qui vont être un peu plus divers et variés pour décarboner le maritime. On va avoir aussi plusieurs types de carburants possibles, que ce soit le e-méthanol, l'ammoniac, le GNL, le GNC. Et on va avoir aussi des enjeux d'efficacité énergétique qui vont appeler un besoin en e-carburant et en biocarburant un peu différents. Donc voilà, ces enjeux de décarbonation viennent en fait structurer ces marchés-là.
c'est ce qu'on voit au travers notamment des réglementations ReFuelEU, donc par exemple pour l'aérien, qui vient imposer des taux d'incorporation de e-carburant et de biocarburant pour les aéroports, pour les distributeurs de carburant à la maille des aéroports. Et on a un règlement FuelEU Maritime un peu moins important parce qu'il n'a pas de mandat d'incorporation, il n'impose pas des mandats d'incorporation comme on peut l'avoir sur le marché aérien, mais qui vient quand même donner une incitation à décarboner. On a eu récemment aussi un accord qui a eu à l'OMI qui vise à justement inciter une nouvelle fois à la décarbonation de ces flottes à l'échelle mondiale. Donc voilà, on a des structurations de marché qui vont être notamment assez importantes sur l'aérien, puisqu'on a des obligations associées d'ailleurs à des pénalités importantes qui vont vraiment venir appeler créer une demande en e-carburant. Sur le maritime, une demande qui va être aussi importante, mais voilà, un peu plus sur laquelle nous, en tout cas, on a un peu moins de visibilité côté France Hydrogène à date. Et donc, qu'est-ce que c'est ces e-carburants? Pour peut-être remettre un peu tout le monde à la page. Ces e-carburants, c'est des carburants de synthèse, donc des électrocarburants. En fait, il s'agit tout simplement de recréer une molécule d'hydrocarbure, donc un mix de carbone et d'hydrogène, à partir de deux ressources, que sont notamment le carbone issu du CO2, qu'on viendrait capter par ailleurs, et l'hydrogène, l'hydrogène électrolytique, dont on parle ici depuis 2 jours. Et donc voilà, en associant le CO2 et l'hydrogène, on vient recréer une molécule d'hydrocarbure, donc que ce soit du e-kérosène ou du e-méthanol. Et donc, d'où le fait qu'on l'appelle un carburant de synthèse synthétique. Où est-ce qu'on en est au niveau de la maturité de la filière? Est-ce qu'on peut déjà avoir un peu une vision ou pas? Enfin, c'est quand même quelque chose qui est nouveau et d'utilisation de l'hydrogène dans ces cas d'usage. Oui, effectivement. Un dernier point, c'est pourquoi finalement ces e-carburants nous s'y intéressent de près côté France Hydrogène. C'est justement parce que ce marché des e-carburants, c'est le premier marché d'appel pour la filière hydrogène française. Donc en termes de volume, à 2035, ça représente à peu près 50% des volumes de la filière. Donc au-delà du raffinage, au-delà de la sidérurgie. Donc c'est un marché très important pour la filière hydrogène. Je ne sais pas si on peut montrer la carte. Justement, on a une filière française qui est qui se positionne très bien, qui est au niveau européen, une forte filière de production avec tous les porteurs de projets qu'on a autour de la table. Et donc on a un peu plus de 17 projets de production de e-kérosène et de e-méthanol. C'est ce que vous voyez affiché ici. Avec donc des quantités de production assez importantes, puisque la France se positionne depuis le rapport TNI comme le premier producteur européen d'e-molécules en général, et notamment sur le ISAF, en deuxième position après la Chine. Donc, en termes de positionnement européen, la France a une forte position, notamment du fait la forte capacité potentielle en projet. Et donc, aujourd'hui, en termes de maturité industrielle, effectivement, ces projets-là, ils sont forcément en cours de développement, en cours d'études d'ingénierie pour certains, ou de pré-études d'ingénierie. Je pense que mes collègues y reviendront. On a certains sites au niveau européen qui produisent déjà des e-molécules, mais à des petites échelles industrielles, de l'ordre de quelques milliers de tonnes. Je l'ai en tête en Allemagne, probablement aussi dans d'autres parties du monde. Donc ça existe à l'échelle industrielle. Il y a quand même sur certaines briques technologiques des démonstrations à faire notamment sur le reverse water gas shift. Donc, là, on rentre dans la technique, mais c'est comment on transforme du CO2 en monoxyde de carbone pour pouvoir derrière utiliser dans un procédé de Fischer-Tropsch pour faire du e-kérosène. Désolé pour les noms barbares. Sur certaines briques technologiques, on a encore une preuve à faire sur la capacité à avoir une échelle industrielle qui fonctionne pour des installations de taille qui sont très importantes. Mais je pense que mes collègues y reviendront là-dessus.
Peut-être aussi parler un petit peu des défis qui sont à relever dans cette filière-là, la localisation des sites près d'un producteur de CO2 ou des choses comme ça. Oui, tout à fait. Cette filière des électrocarburants, elle demande quand même d'arriver à faire la preuve qu'on arrive à avoir toute la chaîne d'intrants, notamment, c'est-à-dire il faut à la fois réaliser la capture de CO2 auprès des installations industrielles ou la mise en place pour certains de réseaux de distribution de CO2 justement, mais qui seraient également captés par ailleurs, arriver à les combiner avec une production d'hydrogène électrolytique importante, ce que à date seuls certains savent faire ou c'est encore en projet. Donc il faut déjà arriver à joindre un peu ces deux intrants-là, plus les installations potentiellement nouvelles, donc de Fischer-Tropsch ou de procédés de méthanol to jet, qui est un procédé aussi qu'il faut arriver à développer à échelle industrielle. Donc il y a un peu une incertitude, on va dire, sur l'ensemble de ces briques. C'est arriver à faire la démonstration qu'on arrive à mettre toutes ces briques en commun pour pouvoir montrer que effectivement c'est possible cette production. Et je pense que c'est l'enjeu de chacun des porteurs de projets ici autour de la table. Donc là, on a vu la position de la France sur cette filière-là. Tu as un petit peu évoqué la France vis-à-vis de l'Europe. Est-ce qu'on peut aussi avoir un peu, au niveau mondial, qu'est-ce qui se passe Ouais, alors j'ai pas eu le temps de lire tout le rapport du dernier rapport de Transport and Environment, donc peut-être certains l'auront lu. Moi, je me base surtout sur ce qu'a pu faire notamment l'Observatoire international des e-fuels. Mais voilà, peut-être que c'est un secteur qui évolue très vite, hein. Nous, on le voit, ne serait-ce que suivre la mise à jour des projets que vous voyez à la carte. C'est un travail au quotidien, on va dire, parce que ça évolue très vite. Donc dans le monde, c'est déjà d'autant plus dur à suivre. Et ça évolue très vite. Ce qu'on voyait dans le rapport de l'Observatoire international des e-fuels, c'est que justement sur la question des ISAF, donc pour l'aérien, la France est de loin le leader en termes de capacité de production, mais aussi en termes de demande du fait du règlement ReFuelEU qu'elle s'est imposé. Et donc l'Europe, on va dire, a une avance, et la France en Europe a une avance sur cette production de ISAF, et on le voit parce qu'il y a énormément de projets qui sont déployés, notamment en France. Notamment du fait qu'on a des ressources électriques, on a des ressources en CO2, et donc voilà, on a des forts atouts et un réseau très fiable qui permet de développer fortement ces projets. Et donc, ce qu'on pouvait voir dans le monde, c'est même en Chine, quelques capacités de production de ISAF, mais plutôt tournées de manière générale sur le e-méthanol, ce qui pourrait à terme peut-être devenir aussi une commodité d'échange beaucoup plus importante. Donc on voit que même aux États-Unis, en Chine, ils se tournent aujourd'hui sur le e-méthanol. Après, à l'instar de ce qui s'est passé en France, où on avait aussi des capacités de e-méthanol importantes en France, on voit que beaucoup de projets ont pu basculer de la production de e-méthanol vers la production de ISAF, notamment via le procédé méthanol to jet, qui permet de convertir l'un en l'autre. Et ce qui veut dire que peut-être demain, finalement, certains projets qui aujourd'hui se positionnent à l'international sur le e-méthanol pourront faire un basculement similaire si ils y voient un intérêt pour notamment approvisionner l'Europe, qui se positionne comme le plus gros marché pour l'instant dans le monde sur les ISAF, encore une fois. Okay. Merci. Est-ce que tu voulais encore ajouter quelque chose pour planter le décor sur la filière, ou on a fait un peu le tour ? Non, on va juste rajouter qu'effectivement, pourquoi il y a un si fort développement en France, c'est parce qu'on a des atouts, notamment sur le e-kérosène. Le règlement laisse la porte ouverte à la fois à l'hydrogène renouvelable et bas carbone, donc on peut bénéficier notamment d'un réseau qui est énormément décarboné en France. On a des ressources en CO2, notamment biogéniques, qui sont importantes. On a un réseau électrique qui est fiable, malgré les enjeux de développement, mais par rapport à d'autres pays, il est bien dimensionné. Il peut accueillir justement tout un tas de projets qui vont nécessiter
des quantités d'électricité assez importantes. Et à date, en tout cas on est aujourd'hui exportateur net d'électricité de plus de 90 TWh. Donc on a aussi on va dire un potentiel d'utiliser cette électricité pour transformer en des molécules à forte valeur ajoutée. Merci Rémi. Je vous propose maintenant de faire le tour de la table ronde avec des exemples concrets industriels. On va commencer par Enrico Tomasel. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Enrico Tomasel, je suis le responsable du projet France Kérosène, le projet d'Engie localisé au Havre pour la production de kérosène de synthèse. Donc, un des projets qui a été lauréat il y a 1 mois et demi à la suite de l'appel à projet de l'ADEME. Alors, c'est quoi ce projet? France Kérosène souhaite produire du kérosène de synthèse pour l'aviation. Kérosène de synthèse qui sera introduit dans un chemin logistique qui est bien connu par le secteur de l'aviation, compte tenu du fait que nous sommes à proximité d'une des portes d'entrée du jet en Europe, c'est-à-dire le site de la CIM au Havre, connecté via Trapil aux aéroports parisiens. La localisation pour nous est essentielle dans la compétitivité d'un projet. Il faut être à proximité d'un réseau RTE avec des capacités. Il faut être à proximité de plusieurs fournisseurs de CO2 afin d'avoir une fourniture stable, résiliente tout le long des 20, 25, 30 ans d'exploitation de l'usine. Et il faut aussi avoir accès aux infrastructures de transport du carburant final pour réduire au maximum la complexité d'approvisionnement des fuel suppliers et des compagnies aériennes. Nous sommes localisés sur une ancienne friche industrielle, une ancienne cimenterie, ce qui montre aussi comment des nouvelles installations industrielles qui s'inscrivent dans des territoires industriels en reconversion sont des leviers de compétitivité des activités territoriales. Le kérosène que nous allons produire, il sera renouvelable en grande partie, c'est-à-dire RFNBO, mais aussi une partie bas carbone. Nous voulons produire le maximum de kérosène possible avec un taux de charge d'environ 8000 heures. Pourquoi? Parce que, à différence que dans des projets de pure production d'hydrogène, quand on va jusqu'au bout de la molécule liquide, les capex sont extrêmement importants et pouvoir amortir des capex supérieurs à 1,5 milliard, c'est l'échelle de France Kérosène, il faut produire le maximum de produits finis. L'avantage d'installer un projet en France par rapport à l'étranger, même dans d'autres pays européens, c'est que 100% de la production sera éligible au titre de RefuelEU Aviation en produisant soit du RFNBO, soit du low carbone. Donc je confirme l'attractivité de l'Hexagone sur ce sujet est essentielle. Si on rajoute aussi la disponibilité de CO2 biogénique, ça complète le niveau de compétitivité inédit de la France par rapport à d'autres contextes géographiques en Europe, mais aussi à l'étranger, en dehors d'Europe. Est-ce que tu peux préciser le calendrier de ce projet-là? Alors, nous avons commencé le projet dans sa phase conceptuelle entre 2 confinements. Nous avons mené une phase de préfaisabilité à l'année 2022, à cheval un peu avec 2023, et une faisabilité et aussi préfide pour la partie gaz-liquide en 2024. Et à la suite des annonces du mois dernier, nous préparons le lancement d'une grande phase d'ingénierie de base, de FEED, à partir de l'automne. Et au bout de 24-30 mois, nous comptons prendre une décision d'investissement. Entre la décision d'investissement et la mise en service, il faudra environ 4 ans. Nous avons voulu être réalistes dans ce planning, compte tenu de la complexité de cette installation.
D'où sur la carte, je vois que nous sommes ceux qui annoncent une mise en service la plus tardive. On considère que pour maîtriser les risques technologiques, mais aussi commerciaux, nous avons besoin de ce temps et nous l'assumons. C'est un projet phare pour Engie? C'est clairement un projet phare pour Engie. C'est le projet de e-fuel que nous avons en Europe. Et donc les attentions sont très fortes. Étant un projet intégré dans lequel, bien sûr, il y a une brique importante de production d'hydrogène, 275 MW d'électrolyse, mais il y a aussi un pipeline pour aller sourcer le CO2 chez les différents fournisseurs de CO2. Nous allons aussi plus loin parce que nous avons détecté à la suite de la phase de faisabilité pré-FEED comparée que désormais la brique Reverse Ortega Shift qui a été citée tout à l'heure est une brique qui est robuste, mais en amont il faut contrôler seconde par seconde la pureté du CO2. Donc nous ne pouvons pas se permettre d'avoir des réductions de performance des réacteurs en aval à cause de polluants qui pourraient à un moment rentrer dans le procédé. Donc nous voulons contrôler la pureté du CO2 en installant, quand nécessaire, des unités de purification en aval du processus de captage chez les émetteurs de CO2. Donc là, vous êtes en train de sourcer vos sources de CO2. Vous avez aussi déjà des clients potentiels ou c'est en cours de réflexion tout ça? Le développement se fait avec un volet technique majeur, avec un volet commercial majeur, que ce soit en amont ou en aval. Nous avons sécurisé depuis pas mal de temps 100% des besoins en CO2 et en CO2 biogénique. Et nous sommes aussi en discussion très avancée avec plusieurs clients pour progressivement rentrer dans un processus de contractualisation. Processus de contractualisation qui prend du temps, compte tenu du fait que ce sera des contrats de long terme qui doivent être signés avec l'amont et avec l'aval. Est-ce que tu voulais encore rajouter quelque chose sur ce projet-là ou on a fait le tour? Je pense qu'on a fait le tour. On va revenir sur les leviers à débloquer. Oui. Mais mes collègues aussi voudront certainement contribuer. Okay, peut-être une dernière question. On n'a pas parlé de l'enveloppe budgétaire à peu près pour avoir une idée. C'est le grand défi des projets de ISAF. Hein. C'est des coûts de développement qui n'ont rien à voir avec des projets de pur hydrogène. Donc nous remercions l'État et l'ADEME d'avoir instruit les projets. La grande phase de FEED qui amène à la décision d'investissement représente un budget global entre 50 et 100 millions d'euros. Et la subvention que nous avons reçue devrait permettre de réduire d'environ 35% cet investissement en développement qui nous attend. Très bien, merci. On va continuer un petit peu sur le même axe géographique français en passant la parole à Louis. Louis, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Louis Latournerie. Moi, je suis business developer sur des projets de production d'hydrogène et de carburant de synthèse pour le groupe CARE. Je travaille notamment sur le projet du Havre. Voilà. Je commence à passer les slides, c'est ça? Avec plaisir. Tout d'abord, quelques mots peut-être sur l'entreprise CARE, dont le métier historique est la production d'électricité renouvelable à partir de sources variées. Le groupe est une ETI française spécialisée dans le développement, le financement, la construction et l'opération de projets de production d'électricité historiquement depuis les années 90. Avec une forte présence dans une vingtaine de pays. Et ces dernières années, depuis un peu moins de 10 ans, le groupe a fait le choix de créer une filiale spécialisée dans la production d'hydrogène et de carburant de synthèse. Alors pourquoi ce choix-là, alors qu'on le voit bien, il y a une demande d'électricité qui est déjà importante en tant que telle? C'est tout simplement parce qu'il y a des activités, comme ça a été dit par Rémi, qui ne peuvent pas être décarbonées par l'électricité. Et certaines ne peuvent pas être décarbonées par l'électricité, certaines ne peuvent pas être décarbonées en direct par l'hydrogène à court terme. Et donc les carburants de synthèse ont un rôle clé à jouer dans la décarbonation, notamment du transport maritime, du transport aérien.
Et tout l'intérêt, c'est d'avoir la possibilité de déployer ces chaînes de valeur des carburants de synthèse sur des localisations où il y a déjà des infrastructures présentes. On ne va pas réinvestir dans des nouveaux tuyaux d'hydrogène sur des très longues distances, dans des nouveaux moteurs fonctionnant à hydrogène. Non, si on prend le cas de l'aviation, par exemple, quand on produit des ISAF, on a la possibilité de réutiliser les infrastructures existantes sur la partie stockage, sur la partie transport de jet fuel et également sur les moteurs en réalisant un mix de e-kérosène et de kérosène. C'est pour cela que le groupe CARE, donc, a fait le choix de développer des projets de carburant de synthèse et deux, a fait le choix de s'implanter au Havre. À fin 2024, on a été lauréat d'un appel à projet du port du Havre qui s'appelle Aropa Port, qui visait justement à sécuriser un foncier pour un projet de production d'hydrogène et de méthanol, donc produire du méthanol à partir de l'hydrogène sur site et de CO2 qui serait capté. L'intérêt du méthanol, il est simple, c'est que c'est une molécule qui permet une certaine forme de flexibilité en termes de consommation d'off-take. Donc il ouvre l'accès à plusieurs marchés, que sont l'industrie, avec des consommations déjà existantes de méthanol en France, de l'ordre de 500 000 tonnes. Sur le secteur maritime, avec des armateurs qui aujourd'hui se posent la question de comment décarboner les transports maritimes d'un continent à un autre, et le méthanol a clairement son rôle à jouer. On le voit dans les commandes de porte-conteneurs de compagnies comme CMA CGM, Maersk, qui aujourd'hui font le choix d'acheter des conteneurs qui pourront fonctionner au méthanol. Et enfin, le troisième marché qui est l'aviation, avec une étape industrielle supplémentaire nécessaire, qui est la conversion de ce méthanol vers le SAF. Donc ça ouvre finalement un certain nombre de portes. On peut passer à la slide suivante. Donc l'objectif du projet Métavert, c'est de produire à terme 200 000 tonnes de e-méthanol, ce qui représente des investissements supérieurs à 700 millions d'euros sur deux phases, une première phase de 100 000 tonnes et une seconde de 200 000 tonnes. On a un horizon de temps qui est à peu près similaire au calendrier qu'a évoqué Enrico Engie, mais un peu décalé sur la partie développement. L'objectif est de mettre en service à horizon début 2030 ce projet, notamment parce que ça se calque sur les réglementations, que ce soit sur le transport maritime et le transport aérien, qui deviennent vraiment contraignantes à partir de 2030. Toutefois, on est dans une phase légèrement moins avancée du développement, puisque nous, notre FID, notre phase de décision d'investissement, elle est prévue pour mi-2027. Voilà. Autre point, donc, entre 2030, lors de sa mise en service, jusqu'à 2050, on estime que le projet permettrait d'éviter plus de 7 millions de tonnes de CO2 en substituant les hydrocarbures aujourd'hui consommés, que ce soit du méthanol gris produit par gaz naturel et charbon, ou alors du fuel pour l'aviation et le secteur maritime. Et enfin, si on va à la dernière slide qui présente l'état d'avancement du projet et la localisation, on voit ici le site Ouest A29, dont une partie a été sécurisée par CARE, donc que je vous évoquais fin 2024. On voit qu'on est vraiment au cœur de la zone industrielle au portuaire du Havre. C'est très intéressant pour nous puisqu'on a accès à toutes les utilités qui ont été évoquées, le raccordement électrique, le stockage, les réseaux de transport d'hydrogène potentiellement, de jet fuel avec le Trapil également. Et la proximité avec des émetteurs de CO2 clairs. On a évidemment les émetteurs de CO2 fossiles, la raffinerie Total Énergie, les producteurs d'engrais, mais aussi des émetteurs de CO2 biogéniques avec plusieurs unités de production de waste to energy, par exemple, de production d'électricité à partir de biomasse. C'est vraiment une localisation idéale pour cela. Et enfin, la proximité avec le port du Havre. On voit bien ici, en bas à gauche, les terminaux de port 2000. Aropa Port, aujourd'hui, c'est le principal port en France. C'est le 6e port européen. Et c'est un port très axé sur les porte-conteneurs qui seront aujourd'hui les premiers à se décarboner et à passer par le e-méthanol. Donc aujourd'hui, où on en est, on a sécurisé ce foncier, on a sécurisé la capacité de raccordement électrique sur la première tranche de notre projet. On a lancé une première phase d'études de faisabilité et d'ingénierie liée à notre projet. Et on table sur une FID évoquée donc début 2027 et une mise en service début 2030. L'un comme l'autre, en fait, vous êtes localisé sur ce port-là. C'est pas un hasard. Je pense qu'il faut repréciser un petit peu pourquoi vous avez choisi cette localisation.
Oui, quelques éléments clés. Un, je dirais le raccordement électrique avec des postes RTE à haute tension qui nous permettent d'alimenter nos électrolyseurs. Et la volonté des RTE de renforcer encore la capacité en local avec le projet Boucle de la Seine qui va apporter 3 gigawatts de capacité à horizon 2030. C'est évidemment clé. Le deuxième point, c'est la proximité avec la chaîne de valeur aval, que ce soit les stockistes, par exemple, de méthanol ou de jet fuel. Et également le Trapil qui mène du Havre à Paris. Donc pour un projet comme Kérosène, et je laisserai Enrico s'exprimer, c'est très simple d'envoyer le kérosène jusqu'aux aéroports de Paris. Le troisième point, c'est la proximité avec les émetteurs de CO2, déjà évoqué. Et le quatrième point qui est propre à Caire, c'est la proximité avec le port, les activités maritimes. Peut-être juste rajouter le fait que, étant dans un écosystème industriel, il y a aussi une acceptabilité qui est majeure. Il y a une distance par rapport aux habitations. Nous sommes à plus de 2 km, presque 2,5 km de la première habitation. Et quand on passera à la construction et à l'exploitation, il y a aussi des forces vives qui sont disponibles dans ces bassins industriels. Donc c'est essentiel. On est sur des assets dont les investissements sont énormes, mais aussi la complexité d'exploitation est élevée. Donc il faut pouvoir opérer correctement en ayant des ressources vives à disposition. Est-ce que tu veux dire encore quelque chose sur ce projet-là, Louis, ou on passe aux autres projets? Non, on peut passer et on reviendra aux conclusions. Ça marche. Je vais passer la parole à François-Xavier. Dynamics, est-ce que tu peux te présenter et présenter le projet dont tu veux parler? Bonjour à tous. Je travaille chez Dynamics depuis 4 ans désormais sur des sujets de développement de projet et depuis 2 ans complètement sur le projet de TechCare qui a amorcé à peu près dans les mêmes eaux que le projet Kérosène, donc un Inkipit en 2022 et un calendrier de développement très similaire. S'il te plaît. Je mets trop de vous. Donc ça c'est pour présenter un petit peu les fondements du projet sur d'un aspect technologique, mais mes confrères ont pu présenter très bien le marché, le cadre contextuel régional. Là je prends l'opportunité un petit peu d'illustrer les différentes briques d'un projet tel que TechCare, mais qui vont être très similaires d'un projet à l'autre. Retenez simplement que TechCare d'ailleurs c'est le meilleur de tous, hein. Après tout est identique. Donc ce qu'il faut voir, c'est que... Juste, on va préciser, là, on est parti sur l'ouest de la France, on est vers Saint-Nazaire maintenant. Ouais, donc on traverse Saint-Nazaire sur le port de Saint-Nazaire pour des raisons très similaires, c'est-à-dire une proximité au CO2, une insertion dans une zone industrielle. C'est fondamental et je dirais même que c'est sine qua non. S'il n'y a pas une insertion dans une industrielle, les complexités de développement et les complexités opérationnelles seront telles... je prends un simple exemple pour aller dans le détail. Il faut évidemment de l'azote pour fonctionner dans une unité industrielle de génie des procédés et bénéficier d'une ASU telle que Air Liquide qui est présente dans chacune des zones industrielles françaises, ça aide. C'est déjà du CAPEX réduit que l'on n'aurait pas ailleurs. Donc sur les fondements d'un projet de ISAF, on va voir déjà l'électrolyseur, hein, c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, on parle d'hydrogène. C'est une brique fondamentale et c'est une brique qui va représenter de l'ordre de 1/3 de l'investissement. Si je taille des grandes masses. Le tiers restant, ça va être sur les briques de synthèse. Donc le terme était terme barbare, hein, sur le Fischer-Tropsch de messieurs Fischer et messieurs Tropsch. Le Fischer-Tropsch célèbre d'ailleurs ses 100 ans. Hein, on y est. Donc c'est la technologie qui permet de passer donc des phases gazeuses, des produits gazeux qui sont des éléments simples. Hein, on parle de CO2, on parle d'hydrogène, mais qui ont une certaine complexité. Hein. Le CO2, c'est une molécule relativement inerte et en fait on va dépenser l'énergie pour convertir cet hydrogène et CO2 pour ôter l'oxygène progressivement et arriver donc à du pétrole de synthèse. Une fois qu'on a ce pétrole, on va pouvoir le raffiner et ensuite obtenir les produits que sont le kérosène. C'est ce qui nous amène ici, il y a un enjeu réglementaire et un coproduit qui est inévitable, qui est le naphtha. Le naphtha, c'est pour simplifier de l'essence. Hein, c'est pas... Un autre élément différenciant de ce projet, c'est qu'on va bénéficier, on va travailler en synergie avec une initiative régionale sur les Pays de la Loire et un peu plus, d'ailleurs ça déborde un peu sur la Bretagne, qui est l'initiative GoCO2 que porte Natran et qui est d'ailleurs une très belle initiative qui vise en fait à permettre la décarbonation conjointe de nombreux industriels, notamment des cimentiers,
que sont Lafarge, le Calcia, et de pouvoir embarquer différents industriels vers la décarbonation par de la capture de carbone. Et donc c'est une infrastructure, un carboduc, qui a vocation à transporter de 2 millions de tonnes à 4 millions de tonnes de CO2 sur sa durée de vie. Donc nous, on va simplement faire un piquage sur ce carboduc et consommer 160 000 tonnes de CO2 qui vont être convertis en kérosène. On va également travailler sur les co-bénéfices d'être dans une zone industrielle. Donc plutôt que de travailler sur de l'eau potable, de l'eau fraîche, on va travailler avec des eaux usées. Il y a une initiative toujours de la communauté de communes pour valoriser des eaux usées, donc, qui aujourd'hui sont rejetées dans la Loire et qui, 200 mètres plus loin, finissent dans l'océan Atlantique. Là, l'idée, c'est que pour Tecker, on puisse la valoriser, l'électrolyser en hydrogène, et d'autres industriels de la zone vont également l'employer pour leurs autres procédés, Total Energy, Airbus et d'autres. Et on va bénéficier, de même que tous les autres projets, du réseau français, de sa force, à la force vraiment tangible. On a un maillage de réseau électrique vraiment très pertinent. Dans le rapport de TNI, dans les pages à venir, on parle de la congestion des réseaux européens, qui est une congestion qui n'existe pas ou très peu en France, donc c'est un bénéfice. Ensuite, un bénéfice qui est moins tangible, qui est un bénéfice immatériel, qui est l'intensité carbone de notre réseau électrique, qui permet en fait de faciliter. Donc quand Enrico parle de 8000 heures par an, ça c'est un bénéfice c'est un atout qui traite à la compétitivité des projets français, vraiment, que ce soit Tecker ou que ce soit les autres, de pouvoir fonctionner en base, c'est nécessaire. Dans les projets hydrogène, on peut fonctionner avec une certaine flexibilité. Cette flexibilité, simplement, n'existe pas dans le monde des carburants de synthèse. Si vous avez pu suivre là pendant les phases de Covid, quand on parlait d'arrêt d'unités d'ammoniac, c'est un arrêt qui dure des semaines. Ce ne sont pas des procédés qui s'amusent à moduler. Donc voilà, donc on bénéficie de l'atout très tangible de la force du réseau français, de ce que RTE a pu développer au fur et à mesure des années, et de l'aspect immatériel, l'intensité carbone, qui permet un bénéfice de compétitivité très clair, ce qui fait que la France est effectivement numéro 2 en termes de projets annoncés dans le monde après la Chine. Voilà. C'est un projet phare pour Dynamics ou c'en est un parmi d'autres? Alors non, je dirais même que c'est un projet phare même pour EDF. Dynamics étant une filiale du groupe EDF. C'est un projet très ambitieux. Pour EDF, vous avez pu voir les publicités, très belles publicités, enfin moi je les aime bien. Sur plus d'électricité, c'est moins de pétrole. Et c'est exactement dans cet esprit, plus d'électricité, c'est moins de pétrole, que Tecker s'insère. C'est-à-dire, c'est ce qu'ont dit mes confrères, travailler sur l'électrification indirecte, c'est permettre d'adresser une décarbonation beaucoup plus profonde, beaucoup plus lointaine, et donc d'absoudre ce débat nucléaire et renouvelable, et de se focaliser sur un débat de fossiles versus non fossiles, et d'adresser le changement climatique. Donc c'est un projet phare pour EDF. L'investissement est conséquent, c'est de l'ordre du milliard d'euros pour la masse. Et pour Dynamics, évidemment, c'est également un des projets les plus ambitieux que l'on porte. La capacité installée est de l'ordre de 200 MW. Il y a vraiment une belle science, une belle technique sur ce projet qui nous permet d'avancer collectivement et d'embarquer toute une filière. Est-ce que tu peux préciser le calendrier de ce projet-là? C'est toujours intéressant de savoir où est-ce qu'on en est. Donc on n'est pas sur 2030, parce que moi j'aimerais voir le projet de Tecker en 2030. Mais on est sur 2031-2032. C'est la réalité des projets industriels. Pour discuter avec les gens qui développent dans des projets similaires, donc dans le classique pétrolier, de l'idée à l'investissement sont 7 ans. Nous, on a commencé en 2022. Bon, si je réplique, et ça correspond à nos calendriers internes, on arrive en 2029. Donc c'est notre date visée pour la décision d'investissement. Et ensuite, un temps de construction qui est encore à déterminer. Il nous manque des études. Mais si on prend des grandes fourchettes, des idées, des temps de livraison de nos infrastructures, de nos équipements, on arrive sur 2031, 2032. C'est affiné. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que notre investissement sera pour 2029. Est-ce qu'on a fait le tour du projet? Non, mais on peut passer à la suite. D'accord, très bien. Je vais passer la parole à Benoît. On va aller dans le sud de la France et on va revenir en région, ici. Effectivement. Non, bonjour à toutes et à tous. Je vois les slides. Bon, voilà. Excuse-moi, François-Xavier. Donc Benoît Decour, moi je suis un des associés fondateurs d'Elise Énergie, et pour ceux qui nous connaissent pas, on développe, on est une PME industrielle créée il y a 5 ans, dont le siège est ici à Lyon où je me trouve, donc je suis le local de l'étape aujourd'hui, et je suis très heureux de vous voir tous à Lyon. Et donc en tant qu'entreprise, pour toutes les raisons qui ont été citées tout à l'heure, on a décidé de
développer des projets de e-fuel. Donc on se focalise, nous, sur les e-fuels et sur les deux molécules dont il a été question aujourd'hui, le méthanol d'un côté, et j'y reviendrai, et puis donc les carburants d'aviation durable. On a une centaine de salariés à Lyon, mais pas que, à Paris, à Marseille, à Lac, et un petit peu en Espagne et au Portugal. Et l'idée, c'est évidemment d'apporter des réponses, parce qu'on sait que pour répondre aux défis climatiques, il faut tout décarboner, il faut le faire maintenant. Et donc, en complément de toutes les solutions qu'on connaît, de maîtrise de la demande, d'électrification directe des usages quand c'est possible, d'utilisation directe de l'hydrogène quand c'est possible, on sait que pour le transport maritime, le transport aérien et certains usages industriels, on a besoin de ces e-carburants. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est fondé il y a 5 ans maintenant avec mes associés. Donc, comme beaucoup de développeurs ici, on a évidemment un certain nombre de projets à différents stades de maturité. Pour dire quelques mots sur les SAF dont il a été beaucoup question aujourd'hui, on porte notamment avec nos partenaires de l'IFP, EN, d'Axens et du groupe Avril un projet qui s'appelle BeautyJet, qui a également été lauréat de l'appel à projet dont il a été question, Carabaero en avril dernier, qui avait été lauréat pour sa phase précédente de préfaisabilité de Carabaero 1. Qui est un projet de SAF à Lac, mais qui est un petit peu différent de ceux qui ont été mentionnés, parce que pour ne rien simplifier, on n'est pas dans du e-fuel, on n'est pas dans du biofuel, on est dans du e-biofuel. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? Donc concrètement, en fait, on part d'un projet de biocarburant qui porte à échelle commerciale une technologie développée par les acteurs qui sont nos partenaires, plus Total Energy, le CEA et ThyssenKrupp dans les Hauts-de-France, qui s'appelle BiotiFuel, qui globalement permet d'utiliser des types très divers de biomasse lignocellulosique, et puis on les torréfie, on les gazéifie, et par le même procédé, Fischer-Tropsch, on arrive à produire du carburant. Simplement, dans ce cadre-là, on a un excès de CO2 assez significatif, et donc l'idée des e-biocarburants, c'est finalement, dans un monde où on sait que la biomasse est nécessaire, mais que c'est une ressource rare, de venir tout utiliser tout ce carbone-là. Et donc c'est l'objet de ce projet, on rajoute de l'hydrogène, ce qui permet donc d'être exemplaire d'une certaine manière en termes d'usage de CO2 et de CO2 biogénique dans le cas d'espèces, de fournir des e-SAF sur des technologies qui sont maîtrisées, qui sont bancables, parce que typiquement elles ont été beaucoup utilisées à partir de GTL, enfin de gas to liquids, de coal to liquids, et de tracer la voie, c'est ce que dit l'Académie des technologies dans son rapport sur les SAF, qui parle d'options sans regret, qui ouvre la voie aussi aux e-carburants. Donc ça, c'est un projet qu'on a démarré en 2022, mais qui prend la suite de BiotiFuel, qui lui a duré un peu plus de 10 ans, qui était déjà d'ailleurs soutenu à l'époque par l'ADEME, et qui ambitionne une production de l'ordre de 90 000 tonnes à peu près de e-biosaf, la moitié en bio, l'autre moitié en I, même si c'est assez comptable comme approche. C'est du liquide qui sortira du réacteur sur le bassin à horizon de la fin de la décennie. Je ne vais pas en dire plus sur les SAF parce qu'on en a beaucoup parlé. Je voulais, notamment parce qu'on est ici à Lyon, moi vous parler méthanol et e-méthanol, puisqu'on mène un projet sur une plateforme chimique qui s'appelle les Roches-Roussillon, qui est au sud de Lyon, juste après la barrière de péage de Vienne. Avec Lafarge pour produire sur cette plateforme 150 000 tonnes de e-méthanol. Le principe, c'est le même. On a besoin de carbone, de CO2, on a besoin d'un poste source avec de la puissance électrique connectée au réseau pour produire l'hydrogène par électrolyse de l'eau. On a besoin de compétences, on a besoin d'un environnement chimique. Idéalement, et c'est le cas de cette plateforme, on aime avoir des consommateurs à côté. Et en l'occurrence, sur cette plateforme transitent un peu plus de 100 000 tonnes de méthanol aujourd'hui. Simplement, ce méthanol, il est produit à partir de gaz naturel dans des pays producteurs de gaz, en Malaisie, au Qatar, à Trinidad et Tobago. Il arrive à Fos, la Vera, il remonte par barge. Il est stocké sur un terminal sur la plateforme et donc il est ensuite utilisé dans la chimie. Le principe, c'est évidemment de venir le produire localement, donc de décarboner, mais aussi de contribuer à la souveraineté sur un intrant qui est clé. Et on sait que cet enjeu de souveraineté est aujourd'hui de plus en plus, de mieux en mieux perçu et compris par le grand public et par les pouvoirs publics. Et puis évidemment de contribuer à la vitalisation, à la réindustrialisation des territoires. C'est un projet qu'on a démarré il y a un peu plus de 3 ans maintenant, qui est soutenu
par le Fonds européen pour l'innovation, Innovation Fund. On a été lauréat en 2023, à ma connaissance, et on espère que ce ne sera plus le cas dans quelques mois, mais c'est le seul projet de e-fuel qui est soutenu en France par Innovation Fund. Et c'est un projet, nous on distingue souvent 3 phases dans nos projets. Une première phase de développement pendant laquelle on dimensionne, on mène les études conceptuelles, on sécurise le foncier, dans le cas d'espèce 15 hectares sur cette plateforme. On pré-sécurise un certain nombre d'intrants clés. Nous, c'est le CO2 avec Lafarge, qui va capter du CO2 dans sa cimenterie du Teil un peu plus au sud. On pré-commercialise les molécules, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des prix, des durées, et puis on commence à négocier les termes, parce que souvent l'enfer va être dans les détails. Et puis il y a un point qui n'a pas été évoqué, mais qui est quand même très important, qui est la partie permitting, donc autorisation. Donc dans ce cas, et c'était également le cas à l'AC, on mène une concertation sous l'égide de la Commission nationale du débat public, concertation préalable suivie d'une concertation continue qui mènera enfin à une enquête publique. Et donc dans le cadre de ce projet, la concertation préalable est terminée depuis plus d'1 an maintenant. La concertation continue est en cours. On a déposé le dossier de demande d'autorisation environnementale en octobre dernier. On a déposé le permis de construire également en décembre dernier. Et donc on attend une enquête publique dans les prochains mois en lien avec les services instructeurs et notamment les DREAL. Donc une fois qu'on a terminé cette phase, qui donc nous est sanctionnée notamment par le dépôt du dossier de demande d'autorisation environnementale, on rentre dans une phase suivante, qui est l'étape des FID, des études d'ingénierie plus détaillées, qui est une phase qui est assez particulière pour nous tous, je pense, parce que c'est une phase pendant laquelle les risques restent élevés. On n'a aucune autorisation, on n'a pas de projet pour l'instant. Et en même temps, les besoins en coût de développement deviennent plus élevés. Et donc, on est, nous, dans cette phase qui a été initiée et qui, à horizon d'1 an, 1 an et demi, va nous amener à la décision finale d'investissement qui, elle-même, sanctionnera la capacité à démarrer une construction pour mettre en service à l'horizon 2029. C'est une phase qui aujourd'hui est financée pour le projet, non pas par Innovation Fund qui ne finance pas de coûts de développement, mais par les opérations de financement qu'on a pu réaliser, donc par nos fonds propres, mais aussi par les partenaires financiers qui nous accompagnent, I24, Mirova, BPI France et un fonds de pension néerlandais PGGM, avec lesquels on a réalisé une opération pour les projets les plus avancés, donc EM Rhône et Biotijet, de 120 millions d'euros en décembre dernier. Sur le e-méthanol, et pour revenir sur ce qui était dit en introduction, c'est effectivement une molécule polyvalente, ça a été dit. Nous, on se focalise sur 2 marchés, donc les marchés existants de la chimie, alors la chimie au sens large, parce que ça inclut la production de biocarburants. On utilise du e-méthanol pour produire du biodiesel, pour estérifier des huiles. Et puis effectivement, les carburants maritimes. Et pour le moment, force est de constater que la réglementation maritime était effectivement moins avantageuse. Il n'y avait pas de mandat d'incorporation. Il y a une trajectoire de décarbonation, mais qui ne nécessite pas nécessairement d'avoir des e-fuels avant un horizon, chacun le mettra à la barre, mais quelque part entre 2030 et 2040. Simplement, depuis quelques mois, il y a effectivement l'IMO, donc l'Organisation maritime internationale, qui a pris des dispositifs qui commencent à montrer un chemin. Et ce qui est intéressant là-dedans, en fait, c'est que les États-Unis ne sont pas dans ce cadre-là. Ils sont dans l'IMO, mais ils ne sont pas dans le cadre qui a été discuté. Et ça a été poussé par la Chine. Et ce qu'on voit, et c'était le cas notamment de l'Observatoire international des e-fuels, c'est que ça bouge beaucoup en Chine. Les premières unités produisent en Chine. On a plusieurs unités de 100 000 tonnes de e-méthanol qui produisent en Chine. Il y a un très fort développement du e-biométhanol en Chine, qui par ailleurs produit 60% du méthanol et en consomme 60% dans le monde. Et on voit qu'il pousse beaucoup dans ce sens-là et que ça crée un appel d'air sur le maritime et sur des besoins dans le maritime, donc les porte-conteneurs, évidemment avec les commandes des navires. Alors le problème, c'est que les navires, ils sont dual fuel, donc ils peuvent souter du méthanol, mais ils ne sont pas obligés de le faire. Donc l'enjeu, c'est de trouver un modèle économique. Et à cet effet, et je vais m'arrêter là, et ça fera peut-être le lien avec la suite, on attend beaucoup de transpositions réglementaires, et je pense en particulier à l'IRIC, pour le nom barbare, qui va transposer la directive énergie renouvelable 3,
qui peut, par un dispositif extra-budgétaire, permettre de combler le résidu qui peut manquer entre le coût de production en Chine, pour le dire vite, et le coût de production en Europe, dans lequel, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, notre mix électrique en particulier, la France est compétitive. Et donc, nous, on y croit beaucoup. On avance. On a un projet qui fait partie des plus avancés, qui est bien positionné en termes de prix en Europe, y compris par rapport à nos camarades nord-européens qui sont les plus avancés. Les projets commencent à être réels. Plus de 30 000 tonnes ont été mis en service. Ils ont commencé à souter un premier navire au Danemark, European Energy, il y a quelques mois. Donc c'est là, mais si on veut y être, maintenant il y a un dernier coup de collier. Et là-dessus, l'ambition, à la fois pour des raisons de décarbonation, de souveraineté et de réindustrialisation, il va se jouer sur des transpositions et notamment sur l'IRI. Je pense que maintenant, c'est le temps de donner la parole à Luc et de connaître la position de l'ADEME. Bonjour à tout le monde. Sur le sujet, pour vous confirmer effectivement, mais ce qui a déjà été dit, qu'un appel à projet sous l'égide du programme France 2030 a permis de sélectionner des projets, ce qu'on appelle d'études FEED. Donc c'est les études d'ingénierie, design avant l'étape d'investissement dans les usines. Et donc ça, voilà, cet appel à projet, les résultats ont été rendus publics début juin, voilà, pour la sélection de quatre projets, et au travers d'un budget de 100 millions d'euros, voilà, consacré à ces projets, à ces études. C'est vrai que les électrocarburants, les e-fuels sont apparus dans la stratégie nationale hydrogène révisée et mise à jour au mois d'avril. La stratégie initiale en 2020, on parlait vraiment pas du tout de ces nouvelles molécules et comme levier de décarbonation des secteurs aériens et maritimes. Donc ça, c'est vraiment une mise à jour récente et l'apparition, justement, on peut dire, on peut louer quand même l'adaptabilité ou la flexibilité quand même cette stratégie d'incorporer, on l'a vu tout à l'heure, la question des infrastructures également qui n'existait pas, et puis aussi cette question des électrocarburants. Alors c'est sous l'égide et sous l'impulsion notamment des réglementations européennes, et c'est ça qui a été aussi cité, ReFuelEU Aviation et FuelEU Maritime, qui introduisent des obligations à l'horizon 2030 et au-delà, et qui mettent en branle du coup des filières et des projets. Donc au travers de cet appel à projet, ça a permis d'aider au moins quatre études. Alors voilà, pourquoi que 4 on l'a vu tout à l'heure avec la carte de Rémi, il y a beaucoup de projets sur les rangs. Voilà, il y a beaucoup d'intentions. Pourquoi que 4? Alors déjà parce que ça coûte cher, les études FEED. Vous voyez, un budget de 100 millions d'aide publique pour 4 projets. Donc 25 millions de subventions, 25 millions d'euros de subventions par projet. Donc c'est quand même pas neutre. Et puis aussi les besoins. Nous on estime que les besoins pour la France des e-fuels, ils sont de l'ordre de 100 000 tonnes à 2030 et un petit peu en dessous de 400 000 tonnes à 2035. Vous voyez la carte de Rémi, 867 milliers de tonnes, si on cumule les projets de ISAF. Donc il y a plus de projets que de besoins si on traduit les objectifs réglementaires à 2030-2035. Donc il ne s'agissait pas forcément côté pouvoir public de subventionner plus que nécessaire. Alors on peut imaginer, c'est dans les ambitions de la filière de produire pour exporter, pourquoi pas, bien sûr, mais est-ce que c'est un argent public de financer tous les projets au-delà des capacités nécessaires pour décarboner nos usages? Voilà, c'est la question qui est posée. Donc on a dû sélectionner des projets, donc c'est passé par l'appréciation de la maturité des technologies, maturité des projets, la capacité financière des acteurs,
La sécurisation des flux, hein, parce que pour faire des e-fuels, il faut de l'électricité, il faut de l'hydrogène, il faut du CO2 biogénique, il faut être aussi sur des axes qui permettent d'acheminer la production vers les aéroports, etc. Donc c'est tous ces éléments d'appréciation des projets qu'on a pris en compte dans notre travail d'instruction. Et voilà. Alors c'est pas l'ADEME qui a choisi toute seule. Voilà. C'est dans une discussion avec les ministères et le SGPI particulièrement. Donc voilà, sur cet accompagnement, voilà, sur la filière. Après, oui, je pense que tu voulais aussi parler de montrer aussi qu'il y a une empreinte environnementale à considérer et qu'il y a une position aussi à avoir là-dessus. Oui, disons que notre propos, et on a besoin des e-fuels, en préalable, on a besoin des e-fuels pour décarboner les secteurs maritimes et aéronautiques, et puis ces projets-là vont permettre, voilà, vont dans le sens d'une souveraineté énergétique et technologique de la France, et c'est souhaitable. Néanmoins, les propos voilà, qu'on peut compléter côté ADEME, c'est si on fait un zoom un peu global, enfin un zoom arrière, disons, sur la big picture, sur l'empreinte environnementale de ces secteurs. Nous, on insiste bien sur le fait que les e-fuels ne sont pas la solution miracle qui permette de résoudre tous les problèmes et l'impact voilà, environnemental et climatique des déplacements par avion ou par bateau. Et développer des fuels, c'est un levier, mais il y a d'autres leviers, notamment la sobriété et la modération des trafics, c'est vraiment indispensable. Alors, deux éléments un peu chiffrés à cette heure avancée de la matinée. Je ne vais pas vous arroser trop de chiffres, mais deux éléments. Le premier, c'est que l'empreinte climatique d'un vol d'avion, c'est pour un tiers lié à l'effet CO2, donc le CO2 qu'on relargue, et pour les 2 tiers, les effets non CO2, donc c'est les traînées de condensation, c'est les émissions de NOx qui conduisent à l'ozone en haute atmosphère, etc. Et donc un avion, il y a le Paris-New York, prenons le Paris-Pékin par exemple, qui fonctionnerait en 100% ISAF, eh bien, avec un abattement de 70% de son empreinte carbone, on ne réduit l'impact climatique que de 25% en fait, de l'ensemble de son vol. Et donc, on voit le ISAF est un levier de réduction de l'impact du vol, mais on en reste limité à 25%. Donc c'est des ordres de grandeur, hein, mais voilà, ça n'efface pas tout. L'autre aspect des choses, l'autre aspect environnemental, c'est les ressources nécessaires qui sont nécessaires pour fabriquer ces e-fuels. Elles ne sont pas infinies. Voilà, pour fabriquer des e-fuels, il faut de l'électricité, de l'hydrogène, du CO2. On a quantifié, au travers de publications qui sont disponibles sur notre site, on a quantifié les besoins en France à 2050 si on voulait répondre aux objectifs européens qui ont été rappelés. On a quantifié que si on ne modère pas les trafics, il faut 175 TWh d'électricité. C'est un tiers de la fabrication, de la production électrique nationale aujourd'hui, l'équivalent de 13 nouveaux réacteurs nucléaires. C'est beaucoup quand même. Ça fait, il y a beaucoup d'usages par ailleurs. On a besoin d'électricité pour aussi décarboner les autres usages, qu'ils soient stationnaires, l'industrie, la mobilité terrestre, etc. Et donc consacrer un tiers de production d'électricité pour décarboner, encore une fois, un tiers de l'aviation, c'est quand même ce serait un sacré effort. Donc la sobriété, la modération des trafics est vraiment indispensable. Sur l'électricité, sur le CO2, parce que dans le même papier, vous verrez qu'il faudrait 16 millions de tonnes de CO2 biogénique pour faire ça. C'est la quasi-totalité du CO2 biogénique dont on pourrait disposer à travers des papeteries, des chaufferies biomasse, etc. Or, quand on veut boucler l'ensemble du système énergétique et être neutre à 2050, il faut faire ce qu'on appelle du BECS, c'est-à-dire le CO2 biogénique, aussi le capter et le stocker
par exemple en mer du Nord, la même façon qu'on stocke le CO2 fossile. Et donc si on utilise tout le CO2 biogénique pour faire des fuels, on ne pourra pas faire de stockage, voilà, donc, parce qu'on le relargue. Donc vous voyez que toutes ces questions, à la fois l'impact climatique du vol et à la fois le bouclage global sur les ressources et le CO2, conduisent à dire que oui, c'est une solution, mais ce n'est pas la solution à tout, et que la modération des trafics, elle est indispensable. Je pense qu'on retiendra le mot sobriété, du coup. Benoît, tu voulais réagir peut-être à ce qui a été dit là? Je t'ai vu réagir sur quelques chiffres. Non, Pardon, non, juste un point spécifique, mais qui change pas le propos, qui était sur les effets non CO2, puisque ça fait partie des sujets sur lesquels nous on a travaillé, et je pense que d'autres aussi. Et il y a encore un certain nombre d'incertitudes là-dessus, j'en ai conscience, mais globalement, les SAF normalement permettent de réduire les effets non CO2 fortement. Et donc, un des sujets ou un des enjeux, c'est précisément, quand c'est possible, d'utiliser les SAF quand ils vont être rares, notamment en 2030 par exemple, pour cibler les vols qui sont les plus susceptibles d'avoir des effets non CO2, puisqu'on sait que entre 3 et 15% des vols sont responsables de 80% à 90% des effets non CO2. Donc c'est aussi un sujet sur lequel je pense que la filière est mobilisée. Il y a eu un colloque avec le groupe d'études à l'Assemblée, mais voilà, c'était juste, ça m'a fait tilt sur ce sujet, mais ça change pas, ça change évidemment pas le propos, ni sur le bouclage évidemment global et la contrainte de ressources, ni sur les débats citoyens sur la maîtrise de la demande qui sont éminemment légitimes. Donc c'est une filière vraiment qui commence à peine à devenir mature ou pas, et qui a encore besoin d'énormément de choses, et je pense que chacun, vous vouliez vous exprimer là-dessus, sur qu'est-ce qui reste et quels sont les besoins de la filière. Enrico, en premier. Le verre est clairement à moitié plein, il n'est pas du tout à moitié vide. Et la moitié qu'il faut remplir, c'est parce que c'est des molécules nouvelles, des enchaînements de procédés qui sont nouveaux. Quand on se lance dans des initiatives de manière collective comme ça, il y a besoin de stabilité régulatoire, de stabilité d'ambition. La transition énergétique, nous on considère que ce n'est pas une option. On n'est pas du tout en train de la remettre en cause. Au contraire, on considère que c'est aussi un outil de développement de l'Europe face à d'autres environnements socio-économiques. Quand on parle d'un projet comme France Kérosène, c'est un chiffre d'affaires comme ça à la louche de 400 millions d'euros par an. Si on considère que la décarbonation de l'aviation, c'est une obligation sociétale, ça veut dire que soit on choisit de s'alimenter tout seul de ces 400 millions d'euros, soit ça veut dire qu'il passe de l'autre côté de la balance commerciale. Et si on utilise aussi d'autres voies de décarbonation, ça veut quand même dire qu'on achète des huiles ou des matières grasses qui viennent aussi de l'étranger. Donc c'est aussi de la création de richesse dans les territoires. Pour que ça fonctionne sur le long terme, il faut de la stabilité, comme on a dit tout à l'heure, et aussi rentrer dans un nouvel paradigme économique qui est celui du long terme. Une compagnie aérienne aujourd'hui achète une fois par an, une fois et demie par an du kérosène. Nous, on leur demande de s'engager sur 10 ans, 12 ans, 15 ans, avec une visibilité plus lointaine. Aujourd'hui, le majeur consommateur de kérosène en France, quand il vole à Tokyo, il doit rajouter 2h30 dans son parcours parce qu'il doit contourner certains pays. Quand on parle de sobriété, d'optimisation, il y a aussi beaucoup à faire dans les airs, au-delà de ce que font les équipementiers dans la réduction de la consommation. Et tu voulais dire aussi un mot sur un coproduit, le NAFTA, non? Ou est-ce que c'est... Oui, c'est vrai, on n'en a pas beaucoup parlé. C'est un coproduit qui varie entre 22 et 15% en fonction de technologies qui sont choisies. Un coproduit qui aujourd'hui a une valorisation qui est
plus incertaine que celui du kérosène. Et donc, dans les mécanismes de soutien à la consommation et à la production, il ne faut pas oublier ce coproduit. Autrement, c'est le kérosène et in fine, celui qui achète le billet d'avion qui va aussi subventionner ce coproduit que pour des raisons physico-chimiques ne peut pas être évité ou évité à d'autres coûts. Louis, je te passe la parole sur ce que tu veux Oui, dire. merci. Moi, j'aimerais finir par 2 notes positives. La première, c'est, je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne conscience que la France peut jouer un rôle de leader, à minima européen, voire international, sur la production de e-fuel, pour toutes les raisons qui ont été citées. Et je trouve que ce panel donne une bonne illustration du potentiel. On a 2 grands groupes, Engie, EDF, on a une PME, Elise, et on a une ETI, CARE. Ça montre un peu le tissu industriel qui peut être mis en place avec des projets très variés sur des territoires variés. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est on entend une musique régulière qui dit que les réglementations, c'est compliqué. Il y a énormément de contraintes imposées sur les industriels. Toujours est-il que là, les RefuelEU Maritime et RefuelEU Aviation et FuelEU Maritime, elles ont quand même créé un marché énorme et qui est pertinent. Et donc, je pense qu'il faut s'en satisfaire également. Merci. Benoît. Je partage ce qui a été dit. Je pense que la France est dans la course, effectivement, et que nous, comme les autres porteurs de projets ailleurs en Europe, on est dans un moment de vérité parce que dans les 12, 18, 24 prochains mois, on va voir les projets qui arrivent à passer la décision finale d'investissement, c'est-à-dire à mobiliser des fonds privés pour financer le gros du besoin. C'est, on va dire, 90% des chiffres que vous entendez sur les montants de projets. C'est à ce moment-là que vous devez les mobiliser. Et pour ça, il y a toutes les conditions qui ont été très bien évoquées, les contrats bancables avec des off-takers, les contrats bancables avec des fournisseurs d'électricité, de CO2, les études FEED, les autorisations. On doit assembler toutes ces pièces. Et ça, c'est nécessaire pour que les fonds d'infrastructure et les banques amènent les financements nécessaires, puisque ce n'est pas ni l'État ni l'Europe qui va financer ça. On en a tous bien conscience et on a déjà conscience aussi des efforts qui ont déjà été menés, notamment dans le cadre de CARB Aerofeed. Et donc voilà, donc ça va se jouer dans les prochains mois. Pour ça, on a besoin d'un cadre réglementaire clair. On a besoin d'un certain nombre de précisions. J'ai évoqué l'IRIC sur la partie off-take maritime, donc c'est une transposition d'une directive. On pourrait évoquer aussi les compensations des coûts indirects du carbone sur l'électricité dont on a besoin, parce qu'on n'a pas de visibilité post-2030 à l'échelon européen aujourd'hui et encore moins au niveau des États membres. C'est pour nous 2 conditions, parce qu'on voilà, on entrevoit la décision finale d'investissement, on est au cœur du truc, 12 mois ou 18 mois, c'est très court. On a déjà investi sensiblement sur ces sujets-là, et maintenant, c'est maintenant que ça se joue. C'est le moment de vérité, comme tu disais. François-Xavier. J'ajouterais sur 2 éléments. Sur le secteur pétrolier. Je l'ai dit, effectivement, on oppose les électrocarburants aux carburants fossiles, mais dans une certaine mesure, notre filière ne peut exister sans les compétences du secteur pétrolier. Et je pense qu'il y a quelque chose de remarquable, c'est-à-dire qu'on parle de technologies véritablement de pointe, même si c'est des choses massives, de l'industrie lourde, on parle sur des choses très innovantes qui ont besoin de compétences très fines. Et par exemple, si je prends le cas de la soudure, toutes nos installations, ça va être des tuyaux qu'il va falloir souder et souder et souder avec beaucoup de précision. Et c'est une compétence que l'on perd en France. Les raffineries ont plutôt tendance à fermer, Dunkerque par exemple, les sites d'ammoniac également ferment, Yara à Saint-Nazaire. Et donc en fait, il nous faut, quand même on s'oppose au pétrole, aux pétroliers conventionnels, il nous faut la compétence pétrolière pour développer notre industrie. Il nous faut les compétences. Tous nos projets vont être construits de manière conjointe sur du très long terme, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc en fait, on va mobiliser des compétences très rapidement, très vite, alors même que d'autres filières françaises vont également mobiliser des compétences, par exemple le nucléaire. Donc ça, c'est le premier point. J'ai voulu opposer le pétrole, mais finalement, je le ramène quand même dans la balance. Deuxièmement, c'est sur une perspective un peu globale, sur la filière, sur les schémas qu'on a pu évoquer, les acteurs qu'on a pu évoquer, les développeurs, les industriels, les énergéticiens, les clients. In fine, toujours pour prendre la vision globale, il y a quelque chose dont on n'a pas trop parlé, enfin très peu, c'est le partage du risque. On a parlé du partage du risque financier,
mais il y a également une espèce de partage de risque sur, sans forcément rentrer dans les détails, mais il va y avoir un petit attentisme. Le premier à entrer dans le jeu va être celui qui va prendre le plus de risques. Donc, en fait, il va y avoir une espèce d'équilibre de jeu à trouver où le premier entrant finalement prend toute la somme. Et dans le moment clé à venir sur les 18-24 mois, un des grands enjeux macro, c'est finalement sur cet équilibre, sur ce jeu global de décarbonation, comment on fait en sorte que les filières, mais vraiment les filières plurielles, hein, l'hydrogène, on va dépendre d'autres filières, vont pouvoir s'engager pour que les projets arrivent à la réussite. Voilà. Merci. Rémi, tu voulais parler de... Oui, beaucoup de choses ont déjà été dites. Je ne veux pas revenir dessus, mais j'abonde dans le sens de Benoît, notamment, et de Louis, sur le fait qu'il y a un besoin de visibilité réglementaire, de ne pas revenir sur la réglementation qui ont été proposées par FuelEU et FuelEU Maritime. Nous, ce qu'on a porté, c'est au niveau national aussi, voilà, travailler à un meilleur dimensionnement de l'IRIC, que mentionnait Benoît, qui aujourd'hui propose des objectifs qui ne sont clairement pas à la hauteur des attentes pour créer des marchés, notamment sur le maritime. Donc on a proposé, voilà, dans notre note de position, justement de mieux dimensionner cette IRIC maritime. Bien sûr aussi, on a eu un premier financement donc, sur l'AP FitCarb Aero sur les premiers 100 millions qui ont été donnés par l'ADEME. Il y avait aussi, sur un budget initial qui était de 200 millions, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement sur les 100 millions restants, il faut sécuriser ces 100 millions restants dans le cadre du projet de loi de finances 2026. Voilà, donc il faut mettre en œuvre en fait ces différents mécanismes, réfléchir aussi communément aux mécanismes, alors, au niveau européen par exemple, sur des mécanismes de double enchère qui permettent justement on va dire de rassembler à la fois des off-takers qui justement privilégient des contrats court terme avec des producteurs qui ont besoin de visibilité long terme. Donc comment on fait coïncider ces enjeux-là. Donc il y a des propositions qui ont été faites qu'on a soutenues notamment via Hydrogène Europe, mais voilà, il faut réfléchir à ces mécanismes-là. Et donc voilà, mettre en œuvre l'ensemble des mécanismes qui permettent de structurer ces marchés. Il y a un point qu'on a assez peu abordé, c'est la question des coûts, bien entendu. Ces carburants, ils auront des coûts qui seront 8 à 10 fois plus importants que le coût du kérosène fossile aujourd'hui. La question, c'est qui sera prêt à absorber ces coûts-là. Et donc, il y a aussi une réflexion que nous, on mène par ailleurs côté France Hydrogène sur voilà, certains marchés qui pourraient permettre d'absorber beaucoup plus facilement ces coûts. Avec une réglementation ReFuelEU qui vise à incorporer 5% de ISAF à 2035, sur un prix du billet d'avion qui serait de 300 €, ça ferait un surcoût de je sais plus, 5 ou 8 €. Donc on n'est pas non plus sur des coûts, on est sur des coûts absorbables. Ce sera un peu peut-être plus important sur le low cost, mais on a aussi des marchés sur des charters qui vont avoir aussi des cours du carburant qui vont être bien moins importants pour eux par rapport à la valeur ajoutée qu'ils ont. Voilà, réfléchir à qui est prêt à supporter ces surcoûts, c'est un travail qu'on fait côté France Hydrogène pour aussi proposer des mécanismes à terme qui permettront de flécher un peu mieux ces incorporations, ces taux d'incorporation, qui sera prêt à les supporter et inciter à ça. Merci. Et Luc, tu voulais revenir sur le côté dépendance et souveraineté énergétique un peu ? Non, ou peut-être converger sur certains éléments qui ont été dit. La réglementation, enfin là on voit vraiment le jeu, le bon jeu réglementaire qui donne de la visibilité quand même à toute la filière, aux acteurs à 2030, 2035, d'incorporation, voire 2050. Et effectivement, ne pas changer les règles. Alors, il y a la question d'origine du CO2, enfin de la nature du CO2, 2036, 2041. Voilà, on espère que les choses ne bougeront pas. Parce que, et puis l'autre chose relevée par François-Xavier, je converge assez, le fait que l'intérêt des projets et de les démarrer maintenant permettent de transitionner les métiers, de conserver des métiers, des savoir-faire qu'on avait traditionnellement dans d'autres domaines, dans le raffinage et dans le pétrole, etc., et de les amener sur les nouvelles molécules. Et ces compétences-là, il faut les garder, il faut les conserver. Enfin, c'est vraiment intéressant. Et c'est pour ça, ces projets-là, ils vont permettre d'aller dans ce sens-là. Merci.
Je vous propose que l'on passe à la session questions et réponses. Il y a une question tout au bout. Hop, bougez pas, j'arrive. Ah, tu y vas? Merci. Oui, bonjour, Jérôme Desmolières, Emerson. J'avais assisté à une conférence d'un chercheur du Collège de France qui disait que si on veut substituer 35% des 8000 tonnes, je crois, de kérosène sur le sol français, il faudrait 10 réacteurs nucléaires en termes de production électrique. Alors, est-ce que c'est farfelu? Ça m'avait pas paru énorme. Est-ce que vous pouvez nous confirmer déjà ces chiffres ou vous accordez ou nous donnez un ratio kilowattheure tonne de kérosène par rapport au projet sur lequel vous travaillez? Qui veut répondre? Luc, Benoît? De manière globale, je vous renverrai peut-être au rapport qu'on a sorti il y a à peu près un an sur le sujet. Vous trouvez des intensités par type de molécules, méthanol, ikérosène, ammoniac, etc., la quantité d'électricité nécessaire pour fabriquer à chaque fois une tonne. Donc on a des éléments de rendement et de contenu dans cette note. Et je confirme l'ordre de grandeur. Enfin, on a fait la même chose. Alors, tout est dans le 35%, c'est-à-dire 35% de quoi? Et en fait, là, notre travail, notre note, ça a été de dire... si on a à 2050, si on a un trafic haut ou un trafic modéré, 35% de cette consommation, ça donne quoi? Trafic haut, il faut 13 EPR et trafic bas, il faut 4 EPR. Enfin, voilà, donc ces éléments sont dans cette note, mais ça converge avec ce que vous disiez du Collège de France. On en revient à la sobriété, encore une fois. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste un commentaire. Tous ces arguments sont souvent corrects. Il ne faut pas les sortir du contexte et surtout les utiliser pour ne rien faire et se dire ce n'est pas la bonne solution, il faut faire autre chose. Moi, j'ai commencé à travailler dans les énergies renouvelables en 2007 en France. Et on me disait, non, mais ça ne sert à rien, parce qu'on ne sait pas si une éolienne à 3 pales, ça fonctionne. Peut-être qu'il y en a celle à 1, à 2, à 3, axe vertical. Donc, non, on n'est pas d'accord, faites rien. C'est toujours une question, c'est un mixte énergétique, c'est une des solutions parmi tout ce qu'il y a et tout ce qu'il faut développer. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui, Stéphanie arrive. Merci, bonjour Stéphane Vialet, Société Air Liquide. On entend parler de réglementation pour incorporer des e-fuels, des nouvelles molécules, mais dans le discours de Luc, on parle plus de sobriété, mais finalement, quelles incitations pour la sobriété? Juste un petit commentaire, le Covid est passé chez nous. On est tous restés en télétravail, on s'est tous aperçus, enfin moi je prenais l'avion pratiquement toutes les semaines, tous les jours dans mon travail pendant des années, je ne prends plus l'avion. Bon, j'ai changé aussi peut-être un peu de travail, mais en fait on a remplacé beaucoup de déplacements professionnels par du télétravail, de la visioconférence, donc ça c'est un gain, mais on voit quand même le trafic aérien continuer d'augmenter. Mais avec le tourisme peut-être. Voilà, qu'est-ce qu'on fait en fait pour inciter à la modération? Parce que y a de la réglementation pour réduire, incorporer, etc. Mais comment on change le comportement des gens? Et on est de plus en plus nombreux alors à prendre l'avion aussi. C'est un vaste débat et sujet, mais deux pistes. La première, c'est que éviter les discours simplistes, justement. Et c'était aussi l'objectif de mon propos, c'est-à-dire les fuels, c'est bien, il faut en faire pour plein de raisons. Mais il ne faut pas laisser croire aux consommateurs ou aux citoyens que parce qu'il va prendre cette solution-là, il n'y a pas d'impact. C'est un discours un peu de vérité, éviter le greenwashing sur les solutions. C'est important. Que les citoyens soient éclairés avec des éléments objectifs. Et un autre élément aussi dans ce débat, c'est on a parlé des coûts et de la fiscalité. Si
ce qui a un impact, il faut que le coût reflète aussi l'impact environnemental. Et donc, c'est ce qu'on a, c'est le problème qu'on a avec les fossiles aujourd'hui. Mais bon, je ne vais pas faire la crise des gilets jaunes. Mais, et donc, il y a une partie du coût, progressivement, il faut qu'elle se reflète dans le prix, quoi. Hein, parce que c'est aussi ça. Donc, tout exonéré fiscalement par l'ERIC, ça se discute. Voilà. Il faut que ça aussi, que ce coût environnemental de l'avion, de ce déplacement qui est pratique, etc. On va loin, on va vite, etc. Et ça se reflète sur le prix d'accès. Tu veux rajouter quelque chose? Non, je te vois réagir, c'est pour ça. Enrico déjà? Enrico, pardon. Il y a 3 jours, j'ai fait la boarding card pour mes vacances d'été. Et la compagnie aérienne me propose d'acheter un supplément SAF. Et donc, vu que je suis un peu tombé dans la marmite, Wow. je clique et je me renseigne, je regarde, mais comment ils calculent ça, le passager kilomètre, le CO2, la quantité, je refais mes calculs et je sais combien ça me coûte commercialiser mon ISAF. C'est génial. Et à 25% près, ce qui est une bonne approximation, la proposition était intéressante. Bon, j'aurais pu réduire de 80% mes émissions à 1 euro de moins que le bagage. Et donc, j'ai acheté les deux. D'accord. Donc, bon. C'était quelle compagnie? Tu l'as dit ou C'est pas? pas le sujet. Non, je ne l'ai pas dit. Pardon, non, mais c'est pour dire, le bagage, on l'achète. Hein, on ne se pose pas 50 questions. On ne fait pas la crise des gilets jaunes pour le bagage. Donc, soyons un peu cohérents avec nous-mêmes. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non? Oui. Si je peux, sur l'argument de coût, il y a une chose qui est vraiment structurelle, c'est le carburant pour un avion, c'est 30% du coût du billet. Donc en fait, si on se projette au 2030-2035, l'augmentation du coût va être très marginale, mais on se projette au-delà, on va avoir un coût du billet qui va augmenter en Europe. Et donc en fait, là, la question, c'est vraiment une question d'économique, sur l'élasticité de la demande par rapport au coût du transport. Et donc là, sur l'aviation, c'est toujours un peu compliqué de qualifier l'élasticité, mais on peut imaginer qu'il va y avoir quand même une baisse de la demande qui va être provoquée parce qu'on améliore le combustible. Merci. Est-ce que oui, je vous laisse. Allez-y. Moi, j'ai une question. D'abord, on a tous entendu que la France avait une position, avait beaucoup de projets de e-méthanol, e-SAF, parce qu'elle avait une position prépondérante par rapport aux autres pays. Hein. J'aimerais bien parler un petit peu de l'électricité et coût de l'électricité par rapport aux autres pays. Parce que je ne suis pas sûre que la France soit si compétitive que ça de ce côté-là. Ça, c'est la première question sur la compétitivité de l'électricité dans vos projets. Et la deuxième, c'est... moi, je travaille chez Engie, hein, je suis une collègue d'Enrico, donc... le problème des projets hydrogène, ISAF, etc., c'est l'engagement des clients, des off-takers, 3 ans en avance. En fait, la problématique, c'est au moment de la décision d'investissement, c'est d'avoir l'off-taker qui est prêt à s'engager pour une dizaine d'années, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, à prendre et à montrer. Est-ce qu'il n'y aurait pas une réglementation à mettre en place pour que les entreprises qui doivent se décarboner présentent leur plan sérieux de décarbonation sur leur ISAF, par exemple, mais avec 3 ans d'antécédence? Intéressant. Qui veut répondre sur le prix de l'électricité? Non, c'est le prix de l'électricité, oui, il rentre vraiment directement dans le coût de revient. Ça a été une des grilles de lecture. Donc on l'a en tête quand on a regardé tous les projets sur l'appel à projets pour les études FEED. On sait que les projets d'électrolyse qui seront pas très loin des stockages d'hydrogène en cavité saline, ils auront quand même, ou qui seront connectés à cela, ils auront un avantage vraiment dans l'avenir, parce qu'ils pourront s'effacer, éviter d'être exposés au prix de l'électricité trop élevé. Et donc on commence aussi, dans cette lecture un peu territoriale et de l'avantage des projets des uns et des autres, on ne l'a pas forcément appliqué sur la sélection, mais on sait que ceux qui ne seront pas très loin des stockages en cavité saline, ils pourront maîtriser leur sourcing ELEC, c'est sûr.
Je suis tout à fait d'accord parce que je développe le projet Agrid qui est à côté de la cavité saline de Manosque. Donc je suis tout à fait alignée avec cette réponse. Et pour la deuxième question. Et pour sur les off-takers si je peux prendre pour l'éducation et revenir à la première. Sur l'électricité, on passe à... Désolé, EDF, hein, je me sens un peu obligé. On est dans un cadre de concurrence respecté, bien sûr. Il faut bien voir que on arrive dans une nouvelle ère du marché électricité français. Hein. Luc Rémont, il est parti pour une certaine raison. EDF est une entreprise publique pour une certaine raison. C'est-à-dire que l'électricité est vue comme un bien public et doit participer à la compétitivité de l'économie française. Donc ça, c'est vraiment le message que je vois au quotidien chez EDF. Ensuite, si je factualise mon raisonnement, on a effectivement une électricité en supply qui coûte ce qu'elle est. Mais ensuite, parce qu'on commence à internationaliser notre activité chez Dynamics, il y a le supply et puis il y a au-delà du supply. D'une part, il y a les frais de réseau, non pas les taxes de réseau, mais les frais de réseau. Il va y avoir des frais de commercialisation. Il y a quasiment 10% en France de coûts supplémentaires juste parce qu'on a transporté l'électricité et qu'on a fait d'autres choses. Vous allez dans d'autres pays, il n'y a pas un cadre incitatif à des industries électro-intensives autant qu'il existe en France. Dans le code de l'énergie, il y a un dispositif qui permet d'amoindrir de 80% le TURP. En Angleterre, ça n'existe pas du tout. Hein. Vous payez plein pot 20 € du mégawattheure, c'est énorme. En Suisse, pareil. En Espagne, si vous consommez sur un profil renouvelable, il y a un analyste qui est resté il y a 3 jours chez Dynamics, il y a 12 € de plus du mégawattheure. Donc il y a quand même un cadre hors supply qui est quand même favorable. Ensuite, il y a un cadre de subvention avec la compensation indirecte du carbone qui, pareil, c'est incroyable. Ensuite, à la deuxième question sur le cadre réglementaire pour inciter. Alors l'idée, elle n'est pas, moi je trouve plutôt bonne. En revanche, je me dis, il faut quand même que dans le secteur privé prenne pour lui, que les industriels et les compagnies aériennes prennent pour elles. Dans ce que je disais sur le jeu d'acteurs du premier engagé, il faut un engagement. Et d'attendre la réglementation, on s'en sortira pas, hein, parce qu'il il faut combien de temps pour qu'on ait un acte délégué sur la méthodologie bas carbone? Bon, si on le fait dans le secteur privé, hein, et c'est le secteur public qui le dit. Merci. On peut prendre une dernière question, sinon vous allez avoir faim tous. Ah, j'ai la concurrence. Alors il y a un monsieur qui a déjà le micro. Je suis désolée. Pardon. Désolé. Bonjour, Clément Poutriquet, Bureau Veritas. Moi j'avais une question. Finalement, on est sur des projets qui sont impressionnants en termes de CAPEX, en termes de technologie. On a de la massification de production d'hydrogène qui est déjà un gros challenge à faire. On a la technologie Fischer-Tropsch également à prendre en compte, également donc le méthanol to jet. Donc ma question était plus sur la partie financement de ces CAPEX. Comment vous arrivez à anticiper les enjeux et les contraintes qui pourront être posées par les financeurs pour avoir confiance dans la fiabilité de ce type de projet. Financeurs qui soient privés ou levés de dette derrière. Enrico, tu as le micro, mais il y a Benoît qui le prend aussi. Moi, j'ai déjà beaucoup parlé. D'accord. Ça fait partie des éléments que j'évoquais tout à l'heure. Hein. La durée des off-take et la qualité, la bankabilité de l'off-taker, c'est évidemment un point. C'est vrai sur la pro. Et c'est clairement vrai aussi sur l'industrie. Donc en gros sur le schéma industriel et les garanties qui vont être offertes par les uns et par les autres. Donc pour revenir un peu sur ce qui était dit tout à l'heure, on est dans un monde un petit peu particulier parce qu'on est quelque part, on n'est pas des projets ENR, clairement, puisque le risque industriel, la nouveauté et les niveaux de CAPEX sont parfois supérieurs. Et puis on n'est pas encore complètement non plus dans des projets d'oil and gas parce que les niveaux de CAPEX sont un peu plus faibles. Et il peut y avoir une prime d'une certaine manière à essayer de standardiser certaines briques. Et donc on est en train tous de découvrir, de défricher un petit peu les choses. Et c'est pour ça que j'évoquais les premières FID qui sont importantes. On a vu que c'était possible notamment au Danemark. Ils ont réussi à financer. Alors c'est un peu particulier puisqu'ils se sont passés d'une certaine manière des banques. Ils ont financé uniquement en equity et ils ont fait leur propre PC. Donc c'est particulier. C'est une logique. Donc je pense que tous les porteurs de projets qui approchent aujourd'hui de ces décisions finales d'investissement essayent de trouver un juste milieu entre être ceinture bretelle en garantie côté EPC mais qui coûte extrêmement cher et qui peut faire que le projet n'est plus rentable, n'est plus bancable, ne se fait plus. Et puis à l'inverse, avoir une allocation des risques trop
diffuse, qui n'est pas suffisamment rassurante pour les acheteurs. Enfin, pour les financeurs, pardon. Et à la fin, c'est la logique de répartition des risques de manière large, en fait. Le développeur va en prendre, le financeur va en prendre. Je pense que les EPC, ou en tout cas les fournisseurs de technologie, vont devoir en prendre un peu chez eux. Les acheteurs vont devoir en prendre un peu chez eux. On partage tous ces risques. Est-ce que ce sera suffisant ou est-ce qu'il y aura besoin de mécanismes de garantie? Ça a été évoqué par exemple par Skypower au niveau européen. On va vite le savoir. Moi, je suis convaincu qu'on va y arriver. Les Chinois ont l'avantage de ne pas avoir cette question-là, donc c'est plus facile de financer. Mais nous, on est en plein dedans. Je ne suis pas financier, mais le levier d'un bon financement de projet par rapport à un financement de projet standard d'un first of a kind avec une perception de risque très élevée a un effet de levier supérieur à 1 000 € la tonne dans la réduction du coût de production. Pour faire un parallèle avec le coût énergétique de l'électricité qui rentre dans l'usine, 10 € le mégawattheure, c'est pas beaucoup plus que 300 € la tonne en coût de production. Donc vous voyez que l'effort entre 10 € le mégawattheure de subvention ou un bon financement, où l'effort est zéro, est énorme dans le coût de production et dans le prix que vous aurez en surcoût dans vos billets d'avion bientôt, qui vont permettre de réduire aussi le nombre de vols et être plus sobre. Merci. Je vous propose d'applaudir tout le monde. Ils ont été excellents. Merci beaucoup. Et je crois que le buffet est servi. Et juste un tout petit message, pas du tout sur le sujet e-fuel, mais simplement pour... il y a quand même de l'avion, hein, mais simplement pour dire que tout à l'heure, donc à la clôture des journées hydrogène dans les territoires, on aura une keynote de Raphaël Dinelli, donc du bureau 49 TUS, qui est le copilote de Bertrand Piccard sur l'aventure Climate Impulse. Donc surtout, voilà, ne manquez pas ça à 16h30. Voilà. Ça va être un keynote inspirant.